Soit Fred Rio, qui est la fondatrice de la première agence marketing qui s'occupe du contenu UGC. Le contenu UGC, c'est User Generated Content, qui est une nouvelle forme de marketing super intéressante où est-ce que des créateurs de contenu parlent de votre produit. C'est vraiment super intéressant. On utilise ça pour Mindblow, justement. Super de belles discussions, super de belles personnes. Bon épisode, tout le monde. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Liquidation 125+, qui est une magnifique compagnie québécoise de vente de produits au détail en ligne et ont aussi un magasin physique à Rawdon. Dans le fond, Liquidation 125+ rachète les plus grands détaillants au Québec et vous revendent les produits au meilleur prix. Je suis un assez bon acheteur compulsif en ligne, je magasine souvent en ligne et je peux vous garantir qu'il n'y a pas un site qui bat les prix de Liquidation 125+. Que vous vouliez aller en camping, acheter des cadeaux pour vos amis, pour vos enfants, de l'électronique, peu importe. Rendez-vous au liquidation125plus.com pour les meilleurs prix au Québec. Un très grand merci à Liquidation 125+ d'être le partenaire officiel du podcast Sportdinaire. Fred Rio, podcast Sportdinaire, comment ça va? Ça va. Fantastique, toi? Un petit trafic pour venir jusqu'à Laval pour Quand même, ici. écoute-moi, aller dans ton coin, là, pas souvent. Le moins souvent possible. T'es en ville d'habitude, avec t'es à Montréal? Non, mais dernièrement, là, je suis rendue sur la Rive-Sud, mais tout à côté juste à côté de Montréal, à Saint-Lambert. Puis écoute, fantastique. Je suis juste à côté de la ville, mais j'ai la nature. Et le calme de la... Je connais moins la Rive-Sud. Moi, je suis la Rive-Nord tout le temps. Moi, j'ai vécu vraiment proche Saint-Sauveur, ces environs-là. Fait que j'ai toujours connu la nature, mais avec le trafic. Toi, t'es... Ah non, moi, je te dirais que c'est un gros critère. Je pourrais pas. OK, ben regarde. Mais écoute, ça m'a fait plaisir de braver ça aujourd'hui pour venir ici. T'as maintenant 30 ans? Quand même, on dirait que c'était comme toute une affaire, ça. 30 on est les deux trentenaires. Moi aussi, j'ai eu 30 ans cette année. Good. Ah ouais, comment tu te sens? Vieux. Non, sérieux, c'est pas si pire que ça. Là. Je suis un éternel jeune homme qui ne veut pas trop vieillir, mais 30 ans, on dirait qu'il tape un peu plus. Mais qu'est-ce qui a changé entre 29 et 30? Pas grand-chose. À part le titre de trentenaire, pas grand-chose. Toi? Je pense qu'on s'assagit, tu sais. Un petit peu, je trouve, tu sais, puis beaucoup plus de maturité. J'ai accueilli ça dans ma vie, honnêtement, puis j'aime ça. Mais j'ai encore, évidemment, cette belle énergie-là, tu sais, de la vingtaine, qui est quand même, t'as beaucoup d'énergie, un peu... C'est ça. On le feel, exactement. Donc, mais oui, en fait, ça m'a fait, c'est tout nouveau, ça fait 3 mois, puis ça m'a pris quand même, je te dirais, un bon mois et demi, si c'est pas 2 mois, à l'absorber. Puis je disais même à mes amis, ben non, je vais dire pendant un an que j'ai 29 ans. J'étais comme pas prête encore à dire, hey, là, je suis rendue à cette étape-là dans ma vie, qui est quand même une étape. C'est gros. C'est gros. Donc, mais là, je suis en paix avec ça, je suis prête, j'ai finalement... Après une couple de séances de journaling, c'est fait, le psychologue. De conversation avec moi-même, je dis c'est beau, parfait, on y va, c'est prêt. J'aime ça. Moi, on dirait que c'était juste comme nostalgique de comme. Je pense que j'aimais ça être le jeune garçon qui disait que j'avais 23, 24, j'étais comme moi j'ai 2 entreprises. On dirait que j'aimais ça la jeunesse, oui. En même temps, c'est de l'ego mal placé parce que ça change rien aujourd'hui. Mais tu sais, là, les plus jeunes m'appellent monsieur. Si on commence à être juste assez vieux pour juste tomber comme... On n'a plus l'air de 18 ans. Tu sais, à 22, clairement. 23, on pouvait avoir l'air un petit peu quelque chose, mais là, comme 29, 30, on est clairement genre des on adultes. Est de l'autre côté, oui. Trouves-tu que... J'ai envie de te poser une petite question. Là, trouves-tu qu'il y a une différence en affaires, mettons, entre 23, 24 et 30 ans quand tu te présentes, ou trouves-tu ou pas du tout? Niveau professionnaliste, je pense que oui. Je pense que les gens me respectent plus aujourd'hui. En même temps, ça fait 10 ans que je suis en affaires. Fait que je pense qu'il y a un certain respect qui vient. Puis s'il y a des gens qui m'écrivent des fois, ça va être ma première question en plus. Moi aussi, j'ai commencé sur YouTube à l'époque. Puis il y a des gens, des fois, qui me parlent puis sont comme, hey, je t'écoutais il y a 8 ans ou de... Fait qu'il y a juste un temps que les gens, ça fait assez longtemps qu'ils me suivent ou qu'ils m'écoutent ou qu'ils voient mes business ou qu'ils voient, tu sais, j'ai changé souvent de milieu. Fait que je pense qu'il y a une espèce de respect de l'âge. Comme c'est sûr que j'aurais un plus grand respect pour quelqu'un que ça fait 20-30 ans qui est en affaires, que peut-être lui qui commence, même si peut-être lui qui commence est même plus successful. Parce que des fois, je pense que l'expérience, ça... Je sais pas, ça vient avec un certain quelque chose qu'un respect que tu dois donner à l'expérience. Fait que oui, je vois la différence de ce côté-là. Puis comment les gens me perçoivent aussi. C'est vrai. Non, ça, 100%. C'est sûr que l'expérience ne va jamais enlever. Quand on commence début vingtaine, j'ai un petit peu le même parcours aussi. Ça fait à peu près 8 ans, 10 ans là, que je suis dans le milieu des affaires entrepreneurs influenceurs. On va en parler tantôt. Mais tu sais, même chose aussi, je pense, l'expérience. Là, des fois, je sais pas si toi ça t'arrive, mais des fois, tu fais aïe, on dirait avoir su, j'aurais tellement géré des trucs
évidemment différemment, tout ça, puis ça vient avec la maturité, mais avec aussi, je pense, le développement personnel que la personne fait. Parce que je rencontre des gens, ils ont 50 ans, puis ils n'ont aucune... désolé, mais ils n'ont aucune évolution. Là. Ouais. Ils n'ont pas du tout investi sur leur développement personnel. Donc, mais je pense que t'en fais beaucoup, là, fait que ça paraît aussi. T'sais. Mais je suis vraiment quelqu'un aussi d'expérience, beaucoup. Je sais qu'il y a des gens, qui sont... Je me suis souvent fermé au développement personnel externe, ce qui veut dire lire des livres, un mentor, toutes ces choses-là. J'ai souvent été le petit mouton noir. On dirait que tout ce que les gens voulaient faire, je voulais faire autrement. Ça me caractérise quand même beaucoup. C'est l'espèce de... Pas contre l'autorité, mais ça représente bien mon parcours d'entrepreneur, comme je voulais être le boss. Non pas pour bosser des gens, mais pour avoir personne qui me dit quoi faire. Fait que tout ça est venu un peu avec du retard sur mon développement personnel, mais moi, j'ai fait énormément d'essais-erreurs. J'ai tellement expérimenté de choses, bonnes comme mauvaises, mais quand je fais des erreurs dans la vie, j'apprends tout de suite. C'est rare que je fais la même erreur 2 fois, si c'est pas jamais. Mais ça, c'est bon. C'est un skills, mais ça vient avec le retard de comme là, aujourd'hui, j'ai recommencé à lire, j'ai un mentor depuis un an, je fais beaucoup de choses pour mon développement personnel parce que je sens que je suis, on a parlé de 30 ans, à mon moment un peu plus de sagesse où est-ce que je suis prêt à prendre la parole des autres. Je suis prêt à entendre que je fais des erreurs, que je fais pas des bonnes choses. Puis c'est vraiment une question d'ego. C'est toujours une question d'ego. Ouais. C'est toujours une question d'ego. Donc, on est pris entre l'être et l'ego constamment, puis toute notre vie. Fait que ça, c'est... Toi, ça fait longtemps le développement personnel? Ou c'est pas le plus tard dans mes questions, mais anyway, un podcast, c'est ça. C'est go for the flow. C'est ça que j'aime. J'aime ce média-là pour ça. Moi, j'adore ça. Ça a besoin d'être une discussion. Puis, by the way, je sais pas si tu as vu l'épisode que j'ai posté cette semaine. Non, j'ai pas vu encore, puis c'est sur ma liste parce qu'il y a une couple de choses par rapport à cette entrevue-là que je veux. Il y a d'autres documentaires aussi. Moi aussi, ça me fait faire plaisir. Que je veux voir avant de me former une opinion. Là, j'aime me renseigner des deux côtés quand il y a un débat. Ouais. C'est important de se renseigner A, B des deux côtés, puis après ça, de forger sa propre opinion. Ouais. Moi, c'était juste important, comme je vais toujours le mentionner, puis justement, j'ai une vidéo de planifier pour ça aujourd'hui, c'est d'expliquer mon podcast, c'est un milieu neutre. C'est un milieu de discussion. Il y a des sujets, des fois, que je parle, que je peux être d'accord, d'autres que je peux être complètement désaccord, d'autres que je prends des parcelles. Puis, tu l'as dit, le podcast, c'est un beau médium. C'est une façon de discuter ouvertement. Puis, je suis pas tout le monde en parle. Puis, je suis pas là pour mettre de l'avant un sujet puis potentiellement le juger. Je suis vraiment dans le plus possible unbiased. Je suis juste là à écouter puis à offrir un support qui n'est pas une plateforme pour que les gens s'augmentent. Puis, non, on est là pour une belle discussion, mettre des petits débats, mettre des idéologies. C'est ça le podcast ordinaire, des idées qui sortent de l'ordinaire ou des milieux ou des business ou des affaires, ça sort de l'ordinaire. Fait que c'est un sujet qui a été chaud, on en parlera avec grand plaisir. Mais pour moi, c'est quand même important de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Des fois, je sais que l'auditoire le sait, mais les gens qui sont à l'extérieur du podcast, des fois, pensent ou vont juger peut-être les gens que je vais recevoir ou autres. Le but vraiment, là, c'est de laisser les gens s'exprimer. Moi, je suis pas là pour juger, pas en tout. Mais je peux donner mes petits points de moi, je pense ça. Puis si c'est pas pareil, c'est pas grave. Je t'aime pas moins pour autant. J'ai des excellents amis qu'on n'est pas du tout dans la même longueur d'idée. Ben oui, c'est bien correct, là, au contraire. Là, ça rend ça intéressant. On veut le libre arbitre d'opinion, mais le libre arbitre aussi de penser, là, donc, et de les exprimer. 100%. Revenons à la... Qu'est-ce qu'on disait par rapport au développement personnel? Oui. Comment c'est rentré dans ta vie de ton côté? Wow, bonne question, grosse question. Ouais. En fait, j'ai toujours été très intriguée là, par le développement personnel. Je pense que tu peux peut-être une curiosité, en fait, qui est en moi depuis très jeune, donc même depuis 17 ans, 18 ans. Je me rappelle, je travaillais dans un centre jeunesse à l'époque, j'étais animatrice dans un centre jeunesse, puis j'avais mes petits cahiers, puis là, je lisais, puis je m'écrivais des notes, puis mes rêves, puis moi, à 18 ans, en fait, j'ai beaucoup de difficultés, l'école, tout ça, j'ai beaucoup de difficultés dans les normes, dans le fond, donc dans une boîte, ce qui fait aussi en sorte que je suis entrepreneur aujourd'hui pour créer mes propres choses. Mais donc, à l'école, tout ça, moi, je ne m'identifiais pas justement à quel programme, quelle chose à l'école. Je me rappelle, un moment donné, ma mère était découragée. J'étais arrivée du secondaire, il y avait une pile de feuilles sur la table qui étaient tous les programmes à l'école. Elle les avait surlignés, elle les avait regardés. Elle dit, là, ça, je pense que c'est intéressant pour toi. Elle voulait que j'aille au moins une sécurité. Finalement, bon, j'avais choisi quelque chose, mais je me suis pas vraiment identifiée à ça. Moi, je m'étais plus dit, en fait, à 18 ans, je me suis fait une liste de 100 rêves. Okay? Fait que, on entend ça des fois, les listes de rêves. Puis je me suis fait une liste de 100 rêves. Je me suis dit, gars, moi, dans le fond, ma vie, ça va être
de réaliser ces rêves-là parce que j'ai envie, tu sais, après la question, c'est qu'est-ce qu'on veut expérimenter de notre vie en tant qu'humain. Puis moi, j'avais envie d'expérimenter ces rêves-là, tu sais, de les vivre et de les réaliser. Fait que je me suis dit, il me faut tel diplôme pour réaliser ce rêve-là. Alors là, ça fait du sens pour moi. Okay. Mais si mes rêves, j'ai aucun besoin académique ou scolaire, ben alors pour moi, ça fait pas de sens. Je suis capable de les réaliser sans ça, alors c'est ça. Fait que ça a été un petit peu ma philosophie, je te dirais, dans ma vingtaine, justement. Là. Donc, d'arriver à réaliser ces choses-là, de les mettre en place. Ça me guidait un petit peu là, vers ça. Mais le développement personnel a pris une grande tournure, je te dirais, dans les dernières années. Okay. Je te dirais, il y a peut-être 4 ans, où est-ce que je me suis vraiment ouvert à la spiritualité. Donc ça a quand même une belle place. Elle occupe une belle place dans ma vie. Alors, de la méditation, tout ça. Donc, j'allais à l'intérieur de moi et me découvrir, dans toutes mes facettes. Et j'ai décidé il y a quelques années, donc c'était... Là, on remet les années, on dirait que depuis le COVID, on a de la misère avec les années, tu sais. Donc, je te dirais, à partir du COVID, là, je me suis dit, écoute, j'ai pris un choix dans ma vie, je me suis dit, je vais aller à la rencontre de moi-même, mais pour de vrai. Okay. Tu sais, pas effleurer, oui, OK, tu peux aller en thérapie, trouver des trucs, mais moi, je voulais vraiment aller, là... tout connaître mes affaires. Tu sais, moi, c'est tout ou rien. Hein? Fait que j'y vais. Yeah. Donc, j'ai pris ce choix-là, puis je continue à prendre ce choix-là à tous les jours, puis d'aller à la rencontre de soi-même. Ben, tu sais, j'ai découvert des parties qui sont laides. OK? Yeah. J'ai découvert des parties qui sont belles. Tu sais, puis j'ai envie que ces parties-là qui sont belles, qui prennent plus de place dans ma vie que, par exemple, les autres. Mais aller à la rencontre de soi-même, puis je pense que ça m'amène à dire que le développement personnel, ben, c'est cette place-là qui occupe dans ma vie, qu'à tous les jours, je prends ce choix-là de me dire, ben écoute, moi, je veux me connaître davantage parce que je crois que ce que j'ai découvert à travers mon processus jusqu'à présent de 30 ans, c'est que je crois qu'on est sur la Terre pour être, simplement. Oui, OK, on a des objectifs business, tout ça. Ça fait partie, de notre expérience humaine, évidemment. Mais la vraie raison, au fond, là, si tu enlèves tout ça, enlèves l'ego, c'est d'être. Fait que de se connaître davantage de plus en plus dans notre âme, dans notre parcelle, dans notre personnalité, dans ce que j'aime, dans ce que j'aime moins, dans qui je suis. Donc ça, c'est le développement personnel en ce moment, c'est la place que ça l'occupe dans ma vie. C'est assez profond pour premier sujet d'entrevue. Je trouve ça passionnant, puis en même temps, ce que ça m'éveille, moi, de mon côté, c'est je pense qu'on a toute une vision différente de c'est quoi le développement personnel. Il y a des gens qui, sans le mentir de mon côté, je pense que c'est un peu plus... Puis peut-être que ça va évoluer, je le sais, ça va être des phases de ma vie, mais en ce moment, c'est beaucoup plus business. C'est beaucoup plus, tu sais, comme me développer comme homme d'affaires, comme père, oui, comme père aussi, mais comme... Comment est-ce qu'un éveil, puis ça va être propre à chaque personne, je le sais, mais de ton côté, tu sais, je vois un peu comment que ça a commencé, mais c'est spirituel, c'est ésotérique, c'est particulier, puis ça, je suis pas capable de le comprendre. Mm-hmm. Parce que j'ai pas ce côté-là, j'ai pas le côté méditation spirituelle, tout ça. Toi, de ton côté, ça vient de quelqu'un, ça vient de quelque chose, ça vient d'une consommation. On va y aller jusque-là. Oui, parlons-en. Dans le sens où, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné dans ta vie, tu t'ouvres à ça? Est-ce que tes parents étaient comme ça? Parce que pour moi, c'est particulier de dire, tu sais, moi, mettons, mes parents, ma mère est religieuse. Ouais. Moi, je l'ai jamais été. J'ai fait mes premières communions, tout ça, pour elle, mais pour absolument aucune autre raison. J'ai jamais été croyant, jamais rien. Puis comme ça, moi, j'ai une fermeture pour ça. Puis that's on me. Mm. Il y a d'autres choses que je ne connais pas. Puis pour l'instant, j'ai pas cette curiosité-là. Toi, comment elle est apparue? C'est ça ma question. Bien, bonne question. Écoute, comme je t'ai dit, j'ai toujours été curieuse par rapport au développement. Bon, est-ce que je pensais que ça allait prendre cette tournure-là? Puis, tu sais, après, on parle de spiritualité. Je veux dire, tu sais, je suis quand même, tu sais, je fais, 15-20 minutes de méditation par jour, journaling. Après ça, oui, je vais faire peut-être des rituels de saison ou de pleine lune une fois de temps en temps, mais c'est tout, là. Je veux dire, tu sais, je suis pas... pas un chaman. Je suis quand même... Non, c'est ça, tu sais, je suis quand même... Tu sais, c'est ça, de plus en plus... Puis, tu sais, la spiritualité, ça peut être aussi, je fais une cohérence cardiaque, tu sais, je fais ça. Je prends 5 minutes juste pour me poser la question. That's it, là. C'est pas... fait que je suis pas ça, pas besoin d'être... Fait qu'il n'y a pas de consommation, il n'y a rien du tout. Moi, je ne suis pas dans ce côté-là. Mais ça avait vraiment venu, en fait... c'est un groupe, là, une personne, un coach qui est venu là... ça a été un contact d'un contact. Puis j'ai été curieuse, puis je me suis sentie appelée par rapport à ça. Puis j'ai été... Là, je suis coachée, accompagnée depuis ces années-là par le groupe Âme Sagesse, qui sont des 2 femmes, dans le fond, là, qui
qui propose des activités spirituelles puis de l'accompagnement. Donc, il y a eu ça. Puis après ça, bien, tout le reste de l'exploration moi-même là, que j'en fais. Puis aussi, en tant que leader d'entreprise, là, moi, je suis capable aussi de transmettre ça aussi dans mon équipe. Fait que, tu sais, que ce soit, ben, cette pratique-là me permet que mon intuition, les femmes, on a de l'intuition. Mais moi, j'en ai beaucoup de l'intuition. Ça fait partie de ma personnalité, de qui je suis. Fait que ça me permet d'avoir une intuition beaucoup plus forte. Ouais. Puis, des fois, un peu de clairvoyance, un peu de ça. Fait qu'on a tous des dons que si on commence à pratiquer, bien, on peut les éveiller, ces dons-là. Donc, ces dons-là, mais ils m'aident après ça en affaires parce que je suis capable de les transmettre, de caler des shots par rapport à mon équipe, puis de les aider aussi dans leur développement. T'sais. Fait que moi, ça a été comme un arc de plus. Je sais pas comment l'expliquer, là, mais l'expression, un arc de plus pour m'aider aussi dans mes autres sphères de ma vie. Là, Une corde de plus à mon arc. C'est ça. Merci. Je cherchais l'expression. Mais c'est bien, mais honnêtement, comme je te dis, c'est de l'inconnu pour moi, mais je trouve ça fascinant, puis je trouve ça... C'est différent. Tu sais, comme on commence sur des sujets assez intenses au podcast. Mais oui, toi, let's go. On passe à la spiritualité. Parfait. Si on revient à quelque chose de ta vingtaine, où est-ce que tu as commencé en même temps d'affaires, tu étais sur YouTube, je pense que tu es devenu quand même assez rapidement populaire au niveau de la communauté LGBTQ+. Comment s'est passée cette phase-là de ta vie, puis qu'est-ce qui t'a poussé à ce moment-là à démarrer YouTube? Oui, ben moi, j'avais beaucoup d'intérêt dans tout ce qui est communication, médias. Je rêvais à l'époque d'être une animatrice, là, donc je voulais vraiment aller dans ces sphères-là. À l'école, ben tu t'en doutes, peut-être, j'avais pas les notes pour rentrer dans les programmes en particulier. Donc, j'ai essayé de faire moi-même mon propre chemin. Et j'ai eu la super belle opportunité des réseaux sociaux qui sont apparus, justement. Avec moi, j'ai vu l'évolution YouTube, Snapchat, Instagram avec les stories sont apparus sur Instagram, etc. Donc, fascinant, belle porte d'entrée, je l'ai pris. Et à l'époque, je me suis fait recruter, dans le fond, par une agence à l'époque, une agence d'influenceurs qui ont vu le potentiel. Puis, tu sais, je suis partie de 1000 followers avec eux à 45 000 followers. Là, dans les dernières années, j'ai un petit peu arrêté le côté influenceur pour me concentrer sur mes business. Et voilà, donc j'ai développé ça. Ça a été une super belle expérience. Puis aussi d'apprendre sur le terrain comme influenceur. Donc, j'ai collaboré avec plusieurs marques vraiment cool. J'ai été ambassadrice pour Fido, par exemple. Tu parlais de LGBTQ+. Bon, alors, ambassadrice pour Fido pendant 3 ans. J'ai été avec eux dans la parade gay. J'ai vraiment été porte-parole. Puis d'autres compagnies super tripantes, Lululemon, Manuvie, etc. Fait que j'ai collaboré avec beaucoup de compagnies comme influenceur. Puis là, après ça, je me suis dit, bon, il y a comme une tendance, il y a une super belle opportunité. Puis c'est de là aussi que j'ai parti mon agence de marketing d'influence. Là. Qui s'appelle Voice Influence, justement, que tu as lancé. Ça fait combien de temps maintenant? Bien, ça fait 3 ans, Voice Influence. Donc, 3 ans de marketing d'influence. Puis là, récemment, on a ouvert le service de UGC. Tu connais-tu un petit peu c'est quoi le UGC? Oui, on le travaille avec Mindblow, justement. Ma compagnie Boston Genre, on le travaille de plus en plus. Moi-même, j'en fais pour des compagnies, mais c'est un peu différent. Je le fais dans l'approche de contenu que je fais. Mais si tu veux nous le mentionner pour le podcast, ce serait super intéressant. Puis je voudrais savoir dans tes mots, qu'est-ce que c'est UGC? Ben oui, en fait, User Generated Content, donc contenu créé par les utilisateurs. Donc, comme tu le sais, il y a une différence entre influenceur et UGC. Fait que le créateur de contenu UGC n'est pas un influenceur. Donc, il n'y a pas de plateforme, il n'y a pas nécessairement des followers. Lui, il n'est pas engagé pour créer, pour publier le contenu sur ces plateformes. Il est engagé pour créer du contenu, vidéo, photo, peu importe, qui va être réutilisé par la marque sur leur plateforme. Fait que c'est comme un peu l'inverse. Donc, cette tendance-là, on le voit, en fait, c'est aux États-Unis, ça fait des années que les compagnies roulent avec le UGC. En Europe, en Australie, on est toujours un peu en retard au Canada puis au Québec. Fait que nous, ça fait 1 an là, qu'on a amené ça vraiment au Québec puis qu'on offre ça à plusieurs clients dans plusieurs industries. C'est un service puis un service qui est en demande, je te dirais. De plus en plus, les compagnies veulent avoir du contenu qui est authentique, qui est engageant, sans nécessairement que ce soit un influenceur. Puis moi, j'aime dire que c'est comme le milieu entre l'influenceur et le mannequin. Tu sais? Ouais. Fait que on est comme on se positionne entre ces deux-là, agence de créateurs de contenu, où est-ce qu'on est capable d'offrir un casting varié. Donc, on a plus de 100 créateurs dans l'agence là, qu'on a recrutés, formés dans la dernière année. Puis on en a de toutes sortes. Fait qu'on a des hommes, des femmes, des mamans, des femmes dans la cinquantaine. On a des personnes avec différentes couleurs de peau, différentes corps, là, je sais pas comment le dire, mais taille de corps, par exemple. Donc, on a plusieurs personnalités. Alors, ça permet d'offrir vraiment
des créateurs en fonction de ce que la marque recherche. Donc, tu vois le milieu entre influenceurs puis agence de mannequins. 100%. Fait qu'on fait des castings. C'est cool. Jusqu'au lieu de faire des photoshoots, ben c'est des productions vidéo que les entreprises, après ça, réutilisent. Moi, je crois énormément à ça. Puis, tu sais, c'est sûr que tu vois que les trends changent régulièrement. Ça a été... Tout le monde était influenceur. Pas tout le monde, je veux dire. Il y a eu la vague d'influenceurs, puis tout le monde investissait en ça. Après, ça a été un petit peu plus micro-influenceur, on l'a vu. Là, je vois que le UGC prend énormément de place dans les compagnies. On est encore un petit peu en retard au Québec, mais on le voit que ça commence à être plus intéressant. À quel point, selon toi, tout ce qui est marketing d'influence, et ces créations de contenu comme ça, va continuer de vivre versus la pub traditionnelle? Puis qu'est-ce qui, selon toi, la majeure différence entre les deux, entre me payer une pancarte à 15, entre me payer une pub Facebook ou whatever? Puis tu sais, je sais que là, ça va revenir à la création de contenu, mais c'est quoi, selon toi, la force de la création de contenu d'influence versus la pub traditionnelle? Fait que la pub traditionnelle, juste pour comprendre pour toi, c'est, mettons, on parle de radio, de médias traditionnels. Oui, télé, etc. Ça peut être, je pense, ça, médias traditionnels versus qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui avec... Oui, les réseaux sociaux, maintenant. Oui. OK. Ben écoute, on est dans l'actualité, fait que je vais te dire, par exemple, les élections américaines. Oui. Tu sais, peu importe qu'on aime le gagnant ou non. Oui. On a vraiment utilisé, ce que j'ai remarqué de cette élection-là, c'est qu'on a vraiment utilisé une stratégie de médias sociaux, podcasts, justement, qui a été mainstream, qui a été très forte, on le voit. Tandis que l'autre partie ont utilisé beaucoup les médias traditionnels. Donc, les médias traditionnels ont beaucoup appuyé Kamala et de l'autre côté, puis ils ont moins appuyé Trump. Puis Trump s'est vraiment servi des médias sociaux et de la communauté. Il a servi de la communauté de podcasts, donc les médias où est-ce qu'on n'a pas de fil, dans le fond, là, donc on ne peut pas censurer. Et on témoigne de la victoire. Fait que c'est où la place? Bien, on le voit clairement dans cet exemple-là, que les médias sociaux, les médias ont une plus grosse, dans le fond, valeur et ont une plus grosse portée, en fait, que les médias traditionnels et ont une plus grosse influence, tu sais. C'est vrai. Puis même ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité, etc., là, avec la personne que tu as reçue sur ton podcast. Donc, on est vraiment dans un changement, puis un changement rapide. Fait que c'est sûr, pour moi, en tant que... pour les entreprises, pour les accompagner, c'est impensable de ne pas se positionner sur les réseaux sociaux. Ouais. Quand 86% des Canadiens, 86% là, se connectent mensuellement aux réseaux sociaux. 8,6 personnes sur 10. Puis, j'aime ça dire que Gary Vee, là, peut-être tu connais Gary Vee, il dit toujours, on est dans une économie d'attention. L'attention, c'est ça qui vaut de l'argent aujourd'hui. Ouais. Exemple, toutes les plateformes, Shopify, Spotify, je veux dire, les réseaux sociaux, etc., veulent se battre entre eux pour aller chercher 1% de notre attention supplémentaire par jour parce que ça vaut de l'argent. C'est ça qui vaut cher aujourd'hui. Donc, où est l'attention? Bon, sur les plateformes de médias sociaux. Alors, comment, comme entreprise, moi, je peux aller chercher une part de marché d'attention pour pouvoir proposer mes services et mes produits? Et finalement, à la fin de la journée, on le sait, on est dans une capitaliste, donc faire plus de retombées pour mon entreprise. Oui, c'est fou pareil. Parce que comme tu l'as dit, pour les élections, ça a été assez intense en ce moment. On voyait les dernières années que c'était comme fallait pas qu'il y ait trop d'affaires d'élections dans les réseaux sociaux, mais pour cette élection-là, ça a été assez intense. Toutes les retombées, comme tu l'as dit, là, podcasting, tout, c'était fou. Là, c'était quasiment une campagne d'influenceurs par rapport à Trump. Mais c'est assez intéressant de voir tout ça aller. Puis en même temps, comme tu dis, pour un point de vue plus entreprise, d'avoir toute la création de contenu. Moi, je suis un fervent croyant et je le mets en action. Tout ce qui est création de contenu ou de travailler avec des gens pour le faire. Fait que oui, définitivement. En étant une agence comme ça, c'est quoi l'avantage pour un créateur de contenu de venir travailler avec une agence versus de faire son travail soi-même? Bien, bonne question. Il y a plusieurs avantages. En fait, je veux te dire que le créateur de contenu, il est normalement, s'il est créateur de contenu, il est bon en création. Oui. Donc, en production vidéo, en création. Là, je ne veux pas généraliser, mais normalement, c'est peut-être quelqu'un qui va être moins bon ou qui va moins aimer. Je veux dire moins aimer, peut-être moins bon. Je ne veux pas généraliser parce que c'est pas vrai. Mais il va peut-être moins aimer le côté logistique. Donc, le côté parce que d'être créateur de contenu, si toi, tu deals toi-même avec tes contrats, ça n'englobe pas juste la création de contenu. Ouais. Ça englobe la négociation, la vente, le côté légal pour les contrats. Bon, après ça, la production vidéo, etc., le service après-vente. Fait que c'est tout un caractéristique. Donc, c'est sûr que l'avantage, ben nous, c'est de dire on prend tout le côté que tu aimes moins,
Donc, la logistique, la négociation avec le client, gérer le client, gérer les attentes, qui est gros, faire la vente. Après ça, bon, oui, il y a une vente, mais après ça, il faut revendre aussi si tu veux avoir d'autres collaborations. Donc, on prend tout ce côté-là en charge et, bon, niveau légal aussi, donc avocat, etc., on a des contrats solides. Fait qu'on prend le côté légal, puis on laisse place au créateur. Regarde, toi, là, tu t'amuses, tu crées, tu as des nouvelles idées, vas-y. Fait qu'il y a beaucoup plus d'espace dans la création que le côté logistique. Fait que par expérience, nos créateurs, ils aiment beaucoup ce côté-là parce que pour eux, ça leur enlève là, tellement de pression puis un poids de... Bon, tu sais, puis nous, dans l'équipe, ben, c'est sûr qu'après ça, évidemment, une entreprise, ben, on positionne des gens qui sont meilleurs en vente, des gens qui sont meilleurs en opération. Fait qu'on s'assure d'avoir des gens qui sont spécialistes là-dedans pour que tout le monde soit épanoui là-dedans. Puis que aussi le client, de l'autre côté, ben, il ait un bon service. Oui, qu'il soit en confiance aussi. Là. Et qu'ils disent, OK, le UGC, c'est quelque chose. C'est nice. Oui, parce que je le vois même en ce moment, nous, on essaie de faire ça beaucoup à l'interne. Puis c'est quand même, vraiment, c'est très difficile à gérer pour l'entreprise. Je veux dire, si tu n'as pas un département complet qui est géré c'est pour une job à temps plein. C'est fou raide. C'est comme je l'ai dit, négociation, c'est excessivement difficile, autant du point de vue de l'entreprise que j'imagine du créateur ou autre. Mais c'est ce qu'il faut aussi de voir, puis je peux comprendre l'entreprise des fois de ne pas nécessairement sauter le pas vers ça parce qu'on a tellement été habitué à une création d'influence avec des influenceurs qui est comme « Ah, j'ai 200 000 abonnés, je publie sur mes plateformes, ça t'amène l'attraction. » Versus là, un UGC qui est comme « Je vais te faire du contenu pour toi. » Puis là, tu vois, il y a la personne a 78 followers sur TikTok, puis tu vois son contenu, puis c'est super bon, mais ça décolle pas. Ou là, tu dis « Je dois faire confiance à une personne comme ça qui a des fois des tarifs, ça peut être 250$ par vidéo, peu importe, tu sais, quand il travaille tout seul. Puis là, après, c'est comme, OK, il faut... Tu sais, c'est juste différent. Comme j'ai dit tantôt, on parle de trend, ça change beaucoup. Puis des fois, en tant qu'entreprise, tu te dis, est-ce que je saute le pas pour celui-là, ou j'attends le prochain, ou je fais encore le vieux trend? Moi, je vois beaucoup l'évolution dans tout ça, où est-ce que, de plus en plus, c'est le consommateur qui roule aussi dans tout ça. Parce que dans le passé, tout le monde encourageait les influenceurs. Maintenant, on dirait qu'on perd un petit peu, je vais pas dire confiance, mais on perd l'intérêt de juste voir des gens qui ont beaucoup d'abonnés te mentionner un produit. Oui, c'est correct. Ouais. On a perdu confiance. Moi, je suis prête à le dire. Là. Okay. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de... moi, je crois que oui, effectivement, les gens, les consommateurs ont commencé à perdre confiance. Puis il y a quand même une perception. Puis c'est pas que c'est négatif, c'est super. J'ai été moi-même influenceur. Puis on en fait des collaborations d'influenceurs. C'est top. Il en faut dans l'entreprise. Mais oui, il y a une certaine... C'est vrai de dire qu'il y a une perception négative. C'est un fait. Il y a une perception négative dans l'industrie pour les clients. Puis nous, on le vit avec les clients. T'sais? Donc oui, il y a une perception un petit peu plus négative. Alors, tu vois, le UGC, ben, ça fait en sorte en fait que les clients, ils peuvent contrôler un petit peu plus les attentes, le message, etc. là, de la marque. Là. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un des sponsors du podcast Ordinaire depuis les tout débuts, qui se trouve être la compagnie québécoise Mindblow Energy, puis on ne sera pas de cachette, c'est mon entreprise. Donc, j'ai créé une entreprise de boissons énergisantes québécoises à base de nootropiques et on est très fiers de sponsoriser le podcast Ordinaire depuis ses tout débuts. On sponsorise la même entité, c'est moi qui l'anime. Hein? Mais les boissons Mindblow Energy, qui est une grande découverte que j'ai faite il y a quelques années, les nootropiques sont des ingrédients qui augmentent vos fonctions cognitives. Donc, à l'intérieur, c'est pas juste de la caféine, c'est une boisson qui est supplémentée. Donc, vous avez des ingrédients qui vous aident pour tout ce qui est focus, énergie, bonne humeur, mémoire. Une super compagnie québécoise que je vous invite, si vous voulez supporter le podcast Ordinaire, à aller vous en procurer. Vous pouvez vous rendre au mindblowenergy.com et utiliser le code PASORDINAIRE pour 10% de rabais. Sinon, sur Amazon.ca, on est numéro 1 pour les produits énergisants ou un peu partout au Québec dans plusieurs points de vente. Merci beaucoup. J'imagine que ça peut aussi peut-être minimiser un peu les risques au niveau des créateurs dans le sens où quelqu'un qui a 18, 19, 20 ans, puis on le sait que c'est en vogue comme milieu aussi. Les gens aiment vraiment être créatifs. Fait que c'est super. Moi, j'ai rien à dire contre la création de contenu. Je le fais moi-même. J'adore ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du jugement. That's another topic. Il y a des gens là-dedans qui, des fois, sont un peu plus jeunes. J'imagine que dealer avec des fois des grandes marques ou des marques qui sont un peu plus agressives, qui essaient un peu plus de contrôler le message, les négociations. J'imagine que vous assurez un certain support aussi pour le créateur dans tout ça, être certain de ne pas probablement se faire avoir, mais de l'autre côté aussi
je sais pas, de perdre des négociations, de se faire sous-payer pour qu'est-ce qu'il fait comme travail au final? Oui, c'est ça. Bon, nous, on a des standards quand même. On a des standards avec les créateurs, on a des standards avec les clients. Fait que normalement, si tout le monde respecte ça, on est good. C'est assez simple. À un moment donné, il faut tracer les lignes puis mettre... on n'a pas le choix. Fait que c'est ça notre rôle, là, dans le fond. Là. Ça va être de tracer les lignes pour créer une harmonie. Oui, c'est un bel environnement pour l'agence, pour le créateur, pour la compagnie. Je pense que ça fait du sens. Oui. Okay. Y a-t-il des créateurs qui sont peut-être plus en demande que d'autres? Est-ce que de votre côté, vous avez peut-être je sais pas, 2, 3, 4, 5 personnes qui sont plus en demande que les autres? Avez-vous justement des demandes particulières des clients pour travailler avec des personnes en particulier? Ou de votre côté, c'est un peu plus comme, appelons les pigistes? Oui, c'est ça. Ben, tu sais, c'est sûr comme je te disais, on a à peu près une centaine de créateurs là, dans l'agence. Donc, évidemment, oui, on a des personnes qui ressortent un petit peu plus du lot. On a un système d'ambassadeurs aussi, là, donc ces ambassadeurs-là, c'est juste qu'on les récompense, dans le fond, parce que ça a été des créateurs qui ont respecté les standards, qui ont, par exemple, qui font preuve vraiment de professionnalisme dans leur travail. Alors, t'sais, nous, c'est sûr qu'on va privilégier ces gens-là, là, effectivement. Mais le but aussi, c'est d'avoir un roster qui est quand même assez varié pour offrir aux clients, si, mettons, j'ai des demandes, par exemple, on a une cliente, elle nous demande, moi, dans mon casting, je veux avoir des femmes qui ont la peau plus foncée, j'en veux une plus jeune, j'en veux une aussi un peu plus âgée. Yeah. Alors, on est capable de lui donner ces besoins-là, de répondre à ses besoins, tu sais. Peu importe le style qu'elle recherche, parce qu'évidemment, après, quand tu as tes produits, tu veux aussi parler à la population, et la population, elle est dans la diversité. 100%. Donc, il nous faut de la diversité. 100%, je suis d'accord. J'ai une drôle de question, c'est moi qui l'ai trouvé tantôt. Vas-y donc. C'est un challenge que moi, je trouve souvent qui est plus difficile. Travaillez-vous en anglais et en français? Oui. Trouves-tu des fois, je vais dire le mot weird, trouves-tu que c'est plus difficile d'être bon dans la création de contenu avec nous, les francophones québécois? Trouves-tu que le message est plus difficile à passer des fois ou à... Je sais pas qu'est-ce que je cherche comme mot à... Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis pas sûre de comprendre ta question. Moi-même, exemple, quand je fais de la création de contenu, je trouve ça difficile de paraître 100% honnête sur quelque chose. Peut-être à cause de notre façon de parler, peut-être à cause des expressions qu'on emploie, versus, puis même quand je vois d'autres créateurs de contenu, des fois québécois, des fois j'ai un petit peu de la misère à m'accrocher au message. Versus des fois un anglophone. Quand ils font une pub, mettons, ou en général? Pas en tout temps, mais en général, quand même. Je trouve que le Québécois, puis je suis pas en train de diss les Français québécois, OK? Je suis très, très québécois. Je trouve qu'on a un petit peu moins de facilité à exprimer un message en québécois versus toute autre langue. Toi, est-ce que c'est des challenges que tu vois au sein de l'agence ou des fois une compagnie que, il faut régulièrement reprendre la pub parce que le message, il passe mal en français avec notre petit slang de Québécois? Je suis juste curieuse de comprendre ta perception par rapport à ça. Comme ça vient d'où, cette perception-là? Encore là, peut-être vraiment juste propre à moi, mais comme je te dis, quand je le sens pour moi-même aussi, c'est peut-être juste... Puis tu sais, je travaille avec énormément d'anglophones aussi. C'est ça, puis tu fais de l'anglais. Dans le fond, tu fais du contenu anglais. C'est pour ça que tu es capable de... Oui, définitivement. C'est ça. Mais en général, je fais du contenu québécois. Là. Mes plateformes principales sont québécoises. Je trouve que des fois, de faire une pub qui ne sonne pas pub, donc par exemple un UGC, quelque chose du genre, je trouve ça plus difficile de paraître honnête et transparent, donc ça n'aille pas l'air d'une pub, avec un français québécois. Tu vois, moi, je trouve que c'est le contraire. Okay, c'est pour ça que je te challenge dans ta perception. Moi, je trouve que c'est le contraire. Je trouve qu'avec au contraire, avec le langage québécois, tu sais, qu'on coupe nos mots, tu sais, je trouve que c'est plus facile, que ça a l'air naturel que anglophone. Anglophone, je trouve des fois qu'au contraire, je trouve que ça fait... Je trouve que ça a l'air moins scripté québécois qu'anglais. Ouais. Okay. Ça, c'est ma perception, mais tu sais... Je l'apprends à 100% parce que, comme je te dis, peut-être que j'ai l'autre perception, mais justement, je suis dans le milieu, tu sais. C'est ça. Je le fais. Parce que je sais que quand je le fais... Tu sais, moi, mettons, là, quand je fais de la création de contenu, là, je suis un improvisateur. Moi, mettons, tu me demandes de faire une pièce de théâtre, genre de la difficulté. Tu me demandes d'aller faire une improvisation mixte, il n'y a pas de stress. C'est mon background de théâtre puis d'improvisation. Quand je fais en podcast, pourquoi je me débrouille, je pense, c'est une discussion, c'est un flow, c'est de l'improvisation. Mes questions, j'ai modifié. Demande-moi de faire l'intro à la fin, j'aurai de la misère. Puis, bon. À la console, je refais à peu près 3-4 fois les intros à chaque fois. C'est quand ça. Quand c'est scripté, j'ai plus de difficultés. Je trouve que c'est moins authentique parce qu'on dirait que notre français québécois est fait pour être juste
je vais dire dégueuler, mais c'est pas un beau mot. Ouais, c'est ça. Quand on est scripté un Québécois, on dirait que c'est un fake français. Parce que, tu sais, nos mots sont mieux mâchés. Mais encore là, c'est 100% une perception que moi, je me c'est fais. bon. Fait que c'est ça que je voulais aller plus loin pour Ouais. comprendre. Fait que là, je comprends. Dans le fond, c'est que c'est quand il y a un script, Ouais. c'est plus difficile pour un Québécois, par exemple, d'être naturel qu'un Anglais. OK. C'est ça, dans le fond, que tu dis. Je vais juste répéter ce que c'est vrai. OK. C'est comme ça que je le perçois. Fait encore là, ça. peut-être que les gens à la maison vont dire complètement autre chose. Moi, c'est comme ça que je le perçois, puis c'est mon expérience personnelle aussi. Quand c'est scripté, je trouve ça plus difficile parce que tu essaies de mieux mâcher tes mots. Tantôt, mon pitch, c'était plus difficile parce que c'était scripté. Oui, c'est ça, exactement. C'est moins naturel. On est moins dans le slang, là, comme on va dire. Là. Donc ça, de ce côté-là, je suis d'accord que oui, c'est un peu plus difficile pour un créateur, je pense, parce qu'on veut, tu sais, il y a des mots, par exemple, spécifiques comme les marques vont mettre, mettons, à tel mot, mais c'est important que tu le dises parce que ça fait partie de nos qualités, de notre slogan d'entreprise. Puis là, il faut que tu les, tu sais, c'est ça. Puis c'est peut-être pas des fois naturel, ces mots-là, pour les créateurs. Ils vont peut-être pas l'utiliser, ces mots-là, dans le courant de leur vie. Ouais. Donc, c'est là que ça devient comme, OK, c'est un challenge pour moi de le dire. Là, je comprends mieux. Ouais. Mais effectivement, parce que je pense qu'en anglais, t'as moins... C'est plus des mots, tu sais, je veux dire, c'est plus facile, je trouve. Mais c'est un langage commun. Oui, c'est ça. Un mot, c'est ce mot-là. Il n'y a pas vraiment d'autres versions. Nous, on a tellement de manufacturé manières. à, nous, c'est fabriqué à. C'est juste différent comment c'est dit. Mais je suis content d'avoir ton feedback parce qu'en même temps, ça me donne une idée de comment mais c'est ça. C'est comme ça, maintenant que je comprends, oui, je suis d'accord. OK. Trouves-tu c'est difficile de scaler une entreprise de marketing? Je veux dire, moi-même, ayant travaillé avec plusieurs entreprises de marketing dans le passé, comme en tant que client ou autre, je vois un peu la dynamique, je vois les difficultés, je vois que, tu sais, c'est souvent beaucoup de clients, des gros contrats. Comment que toi, tu vis grossir une entreprise de marketing dans le day-to-day, puis dans le fait qu'aussi, on en va quand même de plus en plus, on voit beaucoup de gens se pencher vers ça. Toi, c'est quoi ton expérience vis-à-vis de ça? Bien, je te dirais, tu sais, j'ai aussi un background de e-commerce, fait que j'ai aussi des compagnies de produits. Okay. Puis, je te dirais que c'est vraiment, c'est deux modèles d'affaires différents, tu sais. Chacun a ses challenges, chacun a ses bons côtés comme c'est. Tu sais, en service, t'as pas d'inventaire. Le cash flow, c'est plus facile à gérer que, mettons, une entreprise de produits qui vend des produits, qui doit stocker tout ça. Puis après ça, tu sais, bon, je regarde ce type de produit-là. Des fois, il y a les dates aussi, tu sais, ou le linge, les grandeurs. Moi, ça, je trouve ça un peu compliqué, honnêtement. Là. Oh, ouais, ça doit l'être. Tandis que le service, ben tu penses pas à ça, là. Tu sais, t'es plus dans la relation. Fait qu'il faut que tu sois quelqu'un qui entretient les relations. Il faut que tu penses vraiment, tu sais, qu'est-ce qui fait que la personne va choisir ton agence versus l'autre dans la qualité du rendu du service et dans tes skills de relation, tu sais. Si le client, il se sent compris, il se sent comme, OK, je suis pris en main, je suis compris, je me sens que j'ai de l'importance là, pour cette agence-là, mais ça fait une différence. T'sais. Donc, je te dirais, les 2 points key, c'est qualité et relation, dans le fond. Puis, nous, on travaille vraiment fort, puis je suis très exigeante avec l'équipe pour dire, gars, ça, c'est ça. fait que ça, fait que oui. De l'autre côté, le produit, ben on s'en fout un peu. Ben oui, les relations, c'est important, mais en même temps, quand ton produit est sur la tablette, ben t'as pas besoin, j'ai pas besoin de parler à quelqu'un, là. En fait, ce qui va me convaincre, c'est le branding, le nom, les attributs, OK, vegan, nanana. J'en ai entendu parler un peu sur les réseaux sociaux, titre, tu sais. Là, dans l'autre côté, on est complètement dans la relation, là. C'est quand même assez différent. Est-ce que tu dirais quand même que d'avoir... C'est comme là, un nouveau service comme ça que vous offrez avec le UGC depuis 1 an, c'est quand même un must de se réinventer dans le service? C'est comme nous, exemple, il faut tout le temps tester de nouvelles saveurs, vous rester sur un trend. Vous, est-ce que c'est un peu ça ou tu sens qu'à un moment donné, tu peux juste te poser puis parfaire les services que tu as ou c'est nécessaire? Mais je pense qu'en affaires, tu peux pas tant jamais te poser, tu sais. Ça, je suis d'accord. Tu sais, que ce soit un service ou un produit, honnêtement, je pense que tu peux jamais te poser, là. Il y a toujours... il y a les la réalité, c'est que les concurrents, t'es toujours un peu à la guerre, là. Tu sais, il faut toujours que tu t'observes, que tu renforces ton équipe, que bon, on va aller à des nouvelles terres, on va, tu sais, là, je parle comme si on était, tu comprends, j'essaie de faire des métaphores. Mais oui, effectivement, je crois que tu peux jamais vraiment te reposer. En termes de service, après, c'est sûr que là, on est dans une ère que tout change rapidement, rapide. Puis les choses vont vite, les opinions vont vite, les réseaux, à un moment donné, tu sais, il faut découter un moment donné, OK, je vais fermer mon Instagram, là, c'est mal de tête. Facile. Mal de tête.
Donc, alors là, je pense vraiment que les entreprises aussi qui vont scaler, pour revenir à ta question, ça va être celles qui vont être capables de s'adapter rapidement, d'innover rapidement. Ouais. On est dans le rapide, là, dans les 20 prochaines années, selon moi. Oui, ça c'est sûr à 100%. De votre côté, est-ce que tu dois te spécialiser en UGC? Comme là, en ce moment, je sais que c'est un service qui est en vogue, qui est là en ce moment. Je sais que c'est ce que vous poussez un peu plus le marketing. On est spécialisé, là. C'est ça, vous spécialisez là-dessus et vous vous concentrez davantage là-dessus présentement. Oui. En fait, au Québec, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment d'agence, il n'y a pas de compétition pour l'instant. Ça s'en vient. Oui, pas le choix. Oui, parce que je trouve que, en fait, c'est un super. Moi, que j'ai moi-même utilisé ces stratégies-là pour mes entreprises de produits. Puis, ça a fonctionné. C'est en vogue aux États-Unis, je veux dire. Ouais. C'est en vogue depuis des années. On peut nommer n'importe quel brand, il roule avec du UGC. Là. Donc, au Québec, il faut qu'on suive un petit peu le pas. Là, puis donner en plus, ce que je trouve fantastique, je vais te dire, là, c'est que c'est donner aussi du travail à des gens qui, tu sais, on a des mamans qui ont d'autres occupations. Puis une fois de temps en temps, ils vont faire des petites vidéos. C'est super cool, authentique, ils trippent, ils ont des beaux produits, ils aiment la compagnie avec qui on collabore. Puis ça leur fait de l'argent de plus par mois. Ça donne la chance à des créateurs, à des gens, de monsieur, madame, tout le monde, qui, évidemment, après être formés, après avoir les capacités de le faire, sont capables d'exister sur le web sans être un influenceur. Tu sais. Ça, c'est cool. La chance à tout le monde de pouvoir justement... De faire partie un petit peu de la game. Oui, merci. Oui, 100%. Parce qu'avant, on disait que tout le monde se mettait absolument le stress qu'il faut donc des abonnés, il faut donc des likes, il faut donc des ça. Je sais que c'est un monde futile des fois. On le sait comme à quel point, j'ai vu cette semaine à quel point une vidéo, on est tout le temps sur nos téléphones, tout le temps sur ça. Faut juste l'accepter. On est dans cette ère-là, on est là, tu l'as dit, en ce moment, l'économie est sur l'attention. C'est ça, puis ça ne changera pas pour le moment, ça c'est sûr à 100%. D'être capable d'avoir des gens comme ça, comme tu le dis, des fois que ça peut être un... Pardon. Pardon, mon Dieu. Un congé de maternité, un whatever, puis d'être capable de continuer de faire des choses comme ça, de créer du contenu, puis de participer un petit peu à toute ce trend-là présentement. C'est cool. Moi, je trouve ça cool. Merci. De rien. C'est l'heure du moment du segment Shop Santé. À toutes les semaines, on a des questions du public. J'aime ça tout le temps poser au public la question de nous poser des questions par rapport à l'invité de la semaine. Donc, cette semaine, j'ai 3 questions pour toi qui vont retourner un petit peu autour du milieu du UGC ou de la création de contenu. Donc, on commence avec Kim qui nous demande ton conseil numéro 1 si j'aimerais démarrer une carrière en tant que créatrice UGC. C'est assez simple et complet comme question, mais tu prends quelqu'un qui n'a jamais fait ça encore pour l'instant. C'est quoi ton premier conseil pour quelqu'un qui aimerait participer à cette... en fait, je dirais la meilleure manière, c'est de commencer. Donc, vraiment de regarder premièrement, est-ce que, je veux, il y a un intérêt parce qu'elle dit je veux commencer. Mais après ça, de tester, de s'informer au niveau de, est-ce que, l'éclairage, il faut des skills quand même, là, donc des skills de filmer, pour filmer un petit peu avec son téléphone, de se pratiquer. Puis après ça, sur nous, notre côté, on offre des formations. Fait qu'il y a une formation qui va sortir bientôt d'ailleurs, fait que super nouvelle. C'est cool. Formation que les gens, justement, vont pouvoir prendre puis pouvoir regarder, écouter et tout. Et on a un e-book, par exemple, qui est disponible, qui est gratuit, qui donne vraiment les étapes de comme, OK, si tu veux faire de la création de contenu, étape 1, étape 2, étape 3, tu as vraiment comme une structure. D'éducation. On est vraiment dans l'éducation aussi. Okay. Regardez les trends. Je pense qu'il y a tellement de ressources sur les internets en ce moment. Là. Il y a beaucoup aussi de créateurs UGC, plus aux États-Unis, il n'y en a pas vraiment au Québec, mais aux États-Unis qui donnent justement des conseils ou qui disent, moi je vis de ça, voici comment que j'organise mes choses. Ouais. Donc, je dirais vraiment plus aller dans l'éducation pour commencer. J'aime ça. J'ai déjà entendu le conseil aussi. Est-ce que tu es d'accord peut-être de commencer avec des freebies? Fait qu'aller vraiment peut-être vers des compagnies ou vers des choses simplement en s'offrant tout simplement pour se pratiquer, pour tester, puis pour un petit peu faire ses marques comme étant, tu sais, si tu commences à avoir un feed qui fait, là encore là, UGC, on s'entend, tu fais du contenu pour les marques, mais même créateur de contenu ou whatever, d'avoir un certain feed où tu commences à faire de la collaboration, où tu commences à montrer que tu travailles avec des compagnies, trouves-tu que ça vaut la peine de peut-être travailler, je ne vais pas dire gratuitement parce que c'est de l'échange de produits, mais tu sais, du unboxing, à faire ce genre de collaboration-là,
Trouves-tu que ça a une valeur pour quelqu'un qui veut commencer à faire de la création de contenu? Bien, je pense que oui. Tu sais, comme il faut faire le premier pas à un moment donné. Puis oui, tu sais, monter en fait un portfolio. Fait que, tu sais, c'est comme quelqu'un veut être photographe. Ben, à un moment donné, il commence à prendre un petit peu des photos, faire un portfolio, puis présente-le après. Donc oui, ce serait comme dans l'idée de créer un portfolio. Est-ce que j'irais vers, comme tu as dit, des tarifs, tout ça? Non, j'irais pas tout de suite vers... avant d'être sûr de la qualité de ce que je donne, parce qu'après ça, bon, c'est plate un petit peu pour l'entreprise et tout le monde. Donc, dans l'idée de créer une harmonie, alors, portfolio, puis après ça, de s'éduquer. Puis après ça, à un moment donné, quand on arrive à un point où est-ce que là, on est prêt à dire, OK, là, j'ai été validé, j'ai fait quelques contenus, ça a été approuvé, là, je suis prêt à offrir mes services, tu sais. That's it. Merci, Kim, pour la question. Stéphane, qui lui est un peu plus direct. Selon moi, c'est pas un vrai travail être créateur de contenu. Ça a une date d'expiration et après, les gens se ramassent à plus savoir quoi faire de leur vie. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt un bon commentaire. Une opinion. Merci, Stéphane. Qu'est-ce que tu en penses de ton côté? Qu'est-ce que tu dirais à ça? Puis je sais que ça a été quand même quelque chose. Nous, on sponsorise toutes les années le gala Influence Création avec Mindblow. Il y a beaucoup de gens qui sont très vocales par rapport à un gala pour récompenser les créateurs de contenu, c'est pas un vrai job, retourner travailler. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça, toi qui travailles dans le milieu directement avec ces gens-là? Ben écoute, les influenceurs, ils font... Puis même moi, pendant des années, j'ai vécu de ça à temps plein, là, puis j'avais un super bon salaire. Donc oui, ça existe. C'est vraiment une profession qui existe. Alors c'est là. Moi, je te dirais les noms, mais je sais pas quoi dire. Tu sais, les compagnies payent. Parce qu'ils voient, ils ont des retombées. Puis c'est vraiment... Honnêtement, c'est long, là, quand même. Là, créer le vidéo, penser aux idées, faire le montage, avoir le guts de mettre ça en ligne, entretenir une communauté. On l'a dit tantôt, c'est un travail à temps plein. Ouais. Donc ça, c'est énorme comme travail, là. Je veux dire, de partir, d'avoir 5 followers à 100 000. Écoute, là, il faut que tu... C'est du travail. Juste entretenir une communauté, c'est énorme. Il y en a qui ont de la misère à entretenir leur chat, genre, tu sais. Oui, 100%. Mais je sais que des fois, on peut dire aussi que trop, c'est comme pas assez. Je pense au courtier immobilier, où est-ce que, tu sais, tout le monde était devenu courtier immobilier pendant un temps, puis on a eu les stats dernièrement que la quantité de gens qui te fait même pas un an dans le milieu, parce qu'à un moment donné, trop, c'est peut-être comme pas assez, comme un nombre maximal de maisons. Un nombre de business, il y en a beaucoup. Un nombre de création de contenu, je pense qu'il y en a peut-être infini. Est-ce que tu vois que ça peut être une problématique qu'il y ait trop de gens qui souhaitent venir vers ce milieu-là? Puis on le sait, des fois, c'est aussi, puis je m'en vais loin dans ma question, là, mais comme, tu sais, on montre ça à nos jeunes. Nos jeunes, des fois, ils sont encore à l'école, ils veulent faire ça, c'est leur vocation. Tu sais, un peu comme nos jeunes avant, c'était, je veux donner youtubeur. Là, les gens veulent donner créateur de contenu. Toi, encore une fois, qui est autant dans ce milieu-là, penses-tu que ça peut donner une problématique à un moment donné que les gens veulent pratiquement juste faire de la création de contenu? Le vois-tu comme peut-être la façon facile? Bien, je suis pas convaincue parce que il faut un intérêt quand même. Oui. C'est pas tout le monde qui est fait pour ça. Puis moi, toi aussi, tu as dans ta vie des gens qui me disaient, moi, Fred, je sais pas comment tu fais, je serais jamais capable de faire ça. Ça m'intéresse pas du tout. Moi, mettre mon visage, oublie ça. Ouais. Fait que moi, je me dis, ben en fait, je pense pas qu'on va arriver à ce problème-là parce que ça demande un intérêt. Il y en a qui sont super passionnés à, je sais pas moi, donne-moi des jobs dans la vente, là, à être juridique, Ouais. Donc, je pense pas qu'on va arriver à ce point-là, Puis c'est pas, pour arriver à faire des gros montants, c'est pas si facile que ça, là. On l'a dit, là, pour arriver vraiment à vivre de ça, il faut une communauté engagée qui soit là, il faut des compagnies, il faut gérer les compagnies, il faut gérer son image publique, il faut une maturité pour gérer son image publique. Ouais. Donc, c'est tout un... C'est toute une affaire. Toute une job temps plein, au final. Exactement. Ouais. Fait que je pense pas qu'on va arriver, d'après moi, à ce problème-là. Sauf que je crois profondément, puis ça me fait plaisir de le glisser. Je crois profondément que chaque humain, on est tous des influenceurs. À chaque fois qu'on a une interaction avec quelqu'un, tu sais, juste notre discussion, on s'influence, là. Oh oui. On s'influence, on a une discussion. Bon, peut-être que ton ami, je sais pas son nom, là, la fille à côté. Ton nom? Laurie. Laurie, excuse-moi, j'ai oublié. Laurie, on influence peut-être Laurie aussi en ce moment. Donc, on est influenceur. Fait que je crois qu'à chaque fois qu'on a une interaction, on l'est influenceur. C'est juste que le mot a été catégorisé comme, sur les réseaux sociaux, mais on est tous et chacun, on a une influence à chaque fois qu'on croise quelqu'un. Tu sais. C'est très bien dit.
Merci Stéphane pour le beau commentaire. Sabrina, comment peut-on commencer à travailler avec des grandes entreprises en tant que créateur de contenu? Est-ce qu'il y a des stratégies spécifiques? Est-ce qu'on fait juste envoyer un courriel? Comment ça marche? Pour commencer à travailler comme créateur, là? Ouais. Oui. Ben écoute, il y a plusieurs avenues. Soit on part à notre compte, donc comme on revient à la première question, donc on s'éduque, on se pratique, puis on approche les compagnies, dans le fond, pour travailler avec eux directement. Ou sinon, ben on passe par une agence. Fait qu'on essaie de voir est-ce qu'on peut se faire repêcher, est-ce qu'on peut répondre aux critères de l'agence, puis après ça, recevoir des contrats appliqués sur des castings là, selon ce qui nous intéresse. Je dirais que ce seraient les deux avenues possibles là, que je vois. Comment ça marche habituellement se faire repêcher par une agence? Écoute, je peux pas parler pour les autres agences, mais pour nous, nous, on accepte vraiment, pas tout le monde, mais on accepte les demandes. Puis après ça, il y a des tests à passer. Okay. Donc, il y a des standards, il y a des tests, parce que moi, je veux offrir la qualité, évidemment, aux clients. Puis on donne des outils pour arriver éventuellement à passer les tests. Donc, pour la fille qui n'aime pas l'école, finalement... Tu fais avoir des examens au monde maintenant. Là. Je fais passer des auto-évaluations. Donc, on a ce processus-là qui est mis en place. Là. OK, très cool. Donc, merci à tout le monde pour les questions. Puis on remercie Shop Santé de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui et d'offrir un magnifique cadeau à notre invité du jour. All right. Peux-tu l'ouvrir? Non, après. OK. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'il y a dedans, mais tu peux le regarder après. C'est lourd, en tout cas. Nice. Merci. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. On verra ensemble. On a déjà parlé de ton développement personnel. C'est super. Avec tout ce que vous faites présentement, tu dirais que c'est peut-être quoi le next step que tu as en tête? Puis ça peut même être à l'extérieur de l'agence. As-tu d'autres steps de ton côté que tu vois dans les prochains mois, prochaines années de ta personne ou de ton entreprise présentement? Je te dirais focus, on est vraiment UGC présentement, donc on veut, moi je veux devenir la référence dans le fond au Québec, là. Et expandre après ça au Canada. Il n'y a pas beaucoup ici au Canada qui offrent ces services-là. Donc on veut vraiment devenir la référence, s'installer et tout. Moi personnellement en tant que leader, j'aspire à développer mon entreprise, devenir vraiment une leader inspirante pour mon équipe. J'adore ça, j'adore leader une équipe. Pour moi, c'est vraiment, vraiment inspirant aussi. Puis, en fait, pour devenir cette vision-là, après ça, il y a le développement personnel, tout ça. Donc, ça serait... Très cool. Ce serait ça le next step, là. Très cool. Je sais qu'on a parlé rapidement avant. Je sais que tu voulais te forger une certaine opinion en voyant le documentaire ou les choses de Julien que j'ai reçu ici. Y avait-tu un sujet que tu voulais qu'on discute à ce propos-là? Parce que je sais que tu peux avoir des prises d'opinion justement par rapport à ça. Puis je te mets pas on the spot. Si tu veux pas en discuter, on n'en discute pas. C'est plus savoir, je sais qu'on a discuté un peu avant le podcast puis en commençant. As-tu quelque chose que tu veux qu'on discute par rapport à ça? Je te dirais qu'en ce moment, dans mon éducation, comme je te disais au début du podcast, j'ai pas encore écouté assez, j'ai même pas écouté le fameux documentaire Alpha. J'ai écouté, tout le monde en parle, etc. Je connais les gens qui sont impliqués dans les débats. Donc, j'ai pas encore écouté, mais la seule chose que je sais, c'est de prendre les deux opinions. C'est pas facile. Parce qu'il y a des choses déjà que je peux te dire, tu sais, il y a des choses que je suis d'accord d'un côté, il y a des choses que je suis d'accord de l'autre. Fait que, tu sais, il y a des... Puis c'est le fun parce que si on en parle puis on est capable de débattre, c'est là qu'on va arriver à... qu'on laisse tout le monde parler, là, tu sais, on veut avoir le point de vue de tout le monde parce qu'il faut le prendre en considération. Puis ça peut être des nouvelles idées qu'on est comme, hey, ne pas penser à ça, tu sais, dans notre société. C'est là, je pense qu'on peut grandir... Toi, as-tu des choses que tu veux... Pas nécessairement. C'était plus vraiment avoir ta discussion. Encore là, t'es la première femme que je reçois depuis son passage. Je veux pas l'épisode sorti cette semaine. Fait que ton épisode va sortir quand même plusieurs semaines après ça. Fait que c'est les gens qui écoutent. C'est un épisode qui date déjà de peut-être 3-4 semaines. Mais pour moi, c'était quand même important d'avoir peut-être rapidement ton feedback. Puis s'il n'y en a pas plus, c'est pas plus grave que ça. C'était plus vraiment... Moi, j'étais en vacances. Je relaxe avec la famille. J'apprends que le passage, là, tout le monde en parle. Ça capote ses réseaux. Puis c'est sûr que moi, comme je l'ai dit au début du podcast, je suis une plateforme nerd qui est là juste pour être capable de parler avec tout le monde. Puis pour moi, c'est important juste qu'on puisse communiquer, qu'on puisse jaser, puis que c'est tout à fait normal de ne pas être d'accord avec tout. La moitié des choses que ma femme dit, je suis pas d'accord. Puis que ma mère dit, puis que mon père dit. Puis c'est humain, c'est normal. Tu sais. Puis qu'il y a des clics, puis des choses, puis des trucs que des gens veulent. Puis des fois... on peut aller super loin là-dedans, mais il y a des choses, des fois, qui sont pas nécessairement bien ou qui sont pas nécessairement roses, mais qui peut avoir une affaire de bien dans tout ça quand même. Comme je pense que rien n'est jamais... Encore là, ça peut être loin, là, mais
chaque chose, si on prend le temps d'en discuter, je pense qu'on peut prendre des points et dire « Ah, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ah, ça, je suis pas d'accord avec toi parce que telle affaire. » Je pense que c'est juste important de laisser place à la communication. Malheureusement, je trouve qu'il y a beaucoup trop de gens qui se ferment à ça. Puis c'est normal d'avoir du jugement, puis c'est normal d'avoir peur de l'inconnu, puis de juger l'inconnu. Mais en même temps, moi, je suis le genre de personne qui est juste vivre et laisser vivre. Puis, comme je l'ai dit tantôt, j'ai des amis qui ont des idéologies complètement différentes de la mienne. J'ai des amis qui n'auront jamais d'enfants. Puis, est-ce que ça fait que c'est pas mes amis parce que moi, j'ai des enfants ou comme des amis qui n'aiment pas les enfants? Puis... Mais est-ce que, tu sais, il y a une chose, je crois, qu'il faut faire attention. Ça serait la chose que, mettons, je serais prête à dire là-dedans. Encore là, tu sais, j'ai pas l'opinion A et B encore. Mais... Là, quand le podcast va avoir sorti, je vais m'avoir déjà. Mais la chose qu'il faut faire attention, c'est vraiment le cancel culture. Là. Je comprends le principe, super, c'est correct. Il fallait que les choses brassent dans notre société. Mais il faut faire attention à ne pas trop s'enflammer rapidement, sans prendre en considération l'opinion de l'autre personne, sans lui laisser la place de discuter, puis là, de canceller la personne. Ben, dis-toi, dans les commentaires déjà sur le podcast, il y a des gens qui disent bon, un autre qu'il faut canceller en parlant de moi ou whatever. Puis c'est comme. C'est dommage de ne plus pouvoir avoir des discussions. Puis encore là, il y a des gens qui prennent position. Moi, je le répète, le podcast ne prend pas de position. Le podcast, on est là juste pour discuter des choses. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui est impartial? Pas nécessairement. Je veux dire, il y a des choses qu'on va toujours mentionner que j'ai des prises de position, des choses. Mais un podcast, pas tous les podcasts, celui-ci, podcast ordinaire. C'est fait pour recevoir des sujets qui sortent de l'ordinaire. J'ai reçu des gens de OnlyFans, de la pornographie, de est-ce que je suis 100% aligné avec ces gens-là? Pas nécessairement, avec le message ou autre. Est-ce que j'ai eu du fun avec ces gens-là, puis qu'on se parle encore aujourd'hui, puis qu'on a du plaisir? Oui. Est-ce que je vais dans leur soirée, dans leurs affaires? Pas nécessairement. L'objectif, c'est juste, je pense, d'être ouvert envers le monde. Il y a plein de choses qui se passent dans le monde qu'on n'est pas nécessairement pour ou contre, mais qu'on peut juste accepter parce qu'au final, moi, I mind my own thing. Faut qu'on devienne meilleur en débat en tant que société. Pas le choix. Faut qu'on le monde, c'est ça le problème, c'est que le monde ne savent plus comment débattre. Le monde ne savent plus, fait qu'à la place, c'est comme ah non, t'as dit ça, non, tu penses pas comme moi, je te cancelle. Je te cancelle, t'es plus dans ma vie, bye. C'est plat. Tu penses pas comme moi. Fait qu'il faut qu'on apprenne à réapprendre à débattre. Ouais, je suis d'accord. On termine déjà ensemble, puis on fait une espèce d'appel à tous. De ton côté, tu dirais que c'est quoi le client parfait pour que ça marche avec vous autres? Puis d'un autre côté, c'est quoi le type de créateur de contenu que vous recherchez davantage pour travailler? Bonne question. Client parfait, client qui est ouvert et qui comprend que de mettre l'humain au centre de son marketing, dans le fond. Donc, qui valorise l'humain au centre de son marketing. Ça, c'est l'humain. C'est difficile pour vous de le faire comprendre. On est beaucoup dans l'éducation en ce moment. Il faut éduquer, OK. Je ne veux pas dire qu'on est archaïque au Québec, mais je veux dire, on est un peu... toujours un petit peu. Un petit peu. On est toujours en retard. Il faut juste le dire. C'est pas grave. C'est un fait. C'est un fait. Qu'est-ce que c'est quand même difficile de devoir leur faire comprendre? Encore une fois, des fois, je suis sûr quand tu parles aux gens, puis on est 5 ans en retard de « Ah, j'aimerais travailler avec un influenceur ». C'est difficile de leur faire comprendre l'avantage d'aller plutôt vers du UGC ou de... Oui, c'est sûr, parce que tu vois, le UGC vient se positionner dans un nouveau service. OK, je peux faire ça comme ça. Puis, les entreprises qui ont compris, ça va, je veux dire, ça marche, là. Je veux dire, ça marche super bien. Donc, oui, challenge. On travaille la patience, on est dans l'éducation. Bon, ça vient, moi, je le savais qu'en ouvrant ce service-là, OK, il va y avoir une période d'adaptation, de patience, qu'il va falloir que, il faut qu'on parte la vague. Il y en a qui... des fois, il y en a qui aiment mieux attendre que la vague parte, puis après, ils vont surfer sa vague, fait que moins de travail, puis tu ramasses l'argent. Mais écoutez, il en faut des gens qui partent la vague, donc on va se mettre... on va s'équiper, puis on va y aller. Donc oui, on est dans l'éducation, puis un peu faire preuve de patience dans cette éducation-là. Pas le choix. Au niveau du créateur de contenu qui aimerait travailler avec vous, qu'est-ce que vous recherchez principalement? On l'a dit tantôt, d'avoir de l'intérêt, on a dit d'avoir un minimum de skills, etc. Sinon, y a-t-il autre chose qu'on peut mentionner pour des gens? Bien, tu sais, ça vient aussi avec le côté... Tu sais, on parlait de développement personnel au début de l'entrevue. Tu sais, ça vient un petit peu... Pas que ça faut faire ça, non, mais d'avoir une ouverture parce que quand tu reçois des feedbacks, mettons, OK, ta vidéo, il faudrait que tu la refasses parce que, telle affaire où tu prononces pas le mot comme il faut, tu sais, il faut une certaine ouverture de dire... Parce que là, j'attaque, dans le fond, ou pas j'attaque, mais je témoigne de
directement à ta personne parce que c'est toi qu'on voit dans la vidéo, tu sais. Donc, c'est pas, par exemple, le produit ou d'autres choses. Donc, il faut avoir une certaine ouverture ça fait une énorme différence. Si la personne elle a une ouverture à s'améliorer, à avoir des feedbacks, à être professionnel, là, on est vraiment ailleurs. Quand on rencontre des gens qui sont fermés à ça, que tout leur est dû, que là, ben là, non, c'est mon... Puis, tu sais, je nomme juste des exemples comme ça parce que des fois, ça nous arrive. C'est pas tout le temps, mais ça nous arrive. C'est pour ça qu'on est là entre le client et le créateur. Quand là, on est là, pour nous, c'est pas l'idéal. Donc, on cherche juste une ouverture. Dès qu'il y a une ouverture, là, c'est le fun. Là. On peut évoluer ensemble. Pas besoin d'être parfait demain, mais on peut évoluer puis progresser, tu sais. Super intéressant. Honnêtement, c'est un merveilleux service, je le sais. On va s'en reparler anyway. On en a parlé dernièrement. J'essaye. T'as pas le choix d'essayer. Faut que j'essaye ton drink. Tu vas partir avec des drinks anyway. Oh! Je suis sûr que tu as des drinks dans ton enveloppe en plus de Shop Santé. Ah ben, c'est ça. Mais je te remercie énormément d'avoir passé le temps pour l'entrevue aujourd'hui. Puis un grand succès à Voice Influence puis à tout ce que tu fais. Très merci cool. à toi pour l'invitation. Très cool. Merci. Pour les gens de la maison, j'espère que vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour notre épisode du podcast Ordinaire. Bye guys. Juste un petit mot en terminant l'épisode d'aujourd'hui pour remercier le studio Les Remarqués de m'accueillir ici dans ce bel environnement-là que j'ai la chance d'utiliser à chaque semaine pour recevoir mes invités. J'ai toujours la chance de travailler avec une belle équipe chez Les Remarqués qui sont toujours efficaces, rapides et qui me donnent justement un très, très beau studio de travail à chaque semaine. Je vous invite vous aussi, si vous lancez votre propre podcast, à aller voir directement Les Remarqués. Leur studio de podcast est vraiment super.